Dans cette vidéo, tu vas découvrir les principes de base du trading quantitatif. Je vais t'expliquer comment optimiser un portefeuille grâce à une méthode qui a valu un prix Nobel de sciences économiques à son créateur. Méthode que tout trader sérieux se doit de connaître. On verra aussi quelles sont les limites de cette méthode et dans de futures vidéos comment très largement l'améliorer. On est parti. On va dans un premier temps mettre en contexte le problème. Qu'est-ce qu'on cherche ici à accomplir? On nous donne un ensemble d'actifs sur lequel investir, par exemple des actions, et on va chercher la manière la plus optimale de maximiser nos gains à long terme. Et tout ça pour un certain niveau de risque donné. Le niveau de risque est toujours à prendre en compte, puisque sinon, si c'est que les gains qui importent, alors dans ce cas-là, on peut faire un all-in sur la crypto. Donc, premier concept clé, le rapport entre rendement et risque. Et c'est très souvent ce qu'on va chercher à maximiser. La toute première stratégie pour la gestion de portefeuille, c'est la gestion passive. D'acheter simplement toutes les actions et d'attendre sagement. C'est cette méthode qui est recommandée par beaucoup de personnes sur YouTube, par de très grands investisseurs comme Warren Buffett par exemple, et aussi par moi-même. Quelle est la force de cette méthode? La première est qu'elle permet d'éviter les frais de transaction. C'est vrai pour tout le monde, mais surtout pour les particuliers. Les frais de transaction peuvent très rapidement anéantir la performance. Et l'investissement passif a le bon goût de n'imposer des frais de transaction qu'au début de l'investissement. La deuxième force de simplement acheter toutes les actions d'un indice est son pouvoir de diversification. Il s'agit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est facilement démontrable. Mieux vaut avoir deux actions avec les mêmes propriétés en portefeuille plutôt qu'une seule. Et oui, puisque la baisse de l'une pourrait être compensée par la hausse de l'autre. Et comme il est impossible de savoir laquelle des deux performera le mieux, autant toutes les acheter pour moyenner la performance de notre portefeuille. Ici, on voit avec simplement ce pouvoir de diversification qu'on réduit très largement le risque de notre portefeuille. Et tout ça tout en gardant un rendement identique. Prenons par exemple le cas du Nasdaq 100. Les entreprises qui sont associées sont majoritairement technologiques. Et les cours des actions technologiques ont tendance à être souvent très corrélés. Et le problème ici, c'est que les fortes corrélations diminuent l'effet bénéfique de la diversification. L'intérêt de combiner des actions comme Pepsi et Coca-Cola est moindre que de combiner L'Oréal et Microsoft. Dans le premier cas, les deux entreprises viennent de la même région et exercent une activité très similaire. On peut s'attendre à ce que la variation de leurs cours soit très proche, et c'est le cas dans la réalité. Par contre, entre L'Oréal et Microsoft, on aura des différences géographiques, mais aussi sectorielles. Et on remarque que les trajectoires des cours sont bien moins reliées entre elles. Selon le même principe, il n'est donc pas nécessairement intéressant d'acheter toutes les actions du Nasdaq 100. Il conviendrait peut-être mieux de surpondérer certaines dans le but d'éviter cette exposition au marché technologique, et donc d'améliorer l'effet de la diversification. On peut aussi imaginer qu'il ne serait peut-être pas souhaitable d'avoir certaines actions avec de très hautes pondérations. Tesla par exemple, qui était pendant longtemps une action à très fort potentiel. Très fort potentiel de hausse, mais aussi très fort potentiel de baisse. Donc, pas la peine d'en avoir beaucoup en portefeuille. On est donc face à un problème d'optimisation qui prend en compte les rendements des actions, leur volatilité, mais aussi et surtout leur corrélation entre elles. La corrélation, si tu sais pas, c'est cette tendance entre deux séries temporelles à avoir plus ou moins les mêmes variations. Deux séries temporelles qui sont très corrélées ont cette tendance à se suivre. Pour le Nasdaq 100 ici, puisqu'il y a 100 actions, ça nous fait quand même 4950 combinaisons à regarder, donc c'est quand même pas mal. Effectivement, tout faire à la main, ça risque d'être costaud, mais à l'ordinateur, c'est pas un problème. Maintenant, on va voir la méthode, et pour que tu puisses comprendre, je t'ai dessiné ici un graphique qu'on va remplir ensemble. On voit qu'on a ici un axe qu'on a noté rendement, et un autre qu'on a noté incertitude. Incertitude, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans, mais pour simplifier les choses, on va dire que incertitude, c'est la volatilité, c'est-à-dire l'amplitude moyenne des hausses et des baisses de l'actif. Sur ce graphique, on va placer des points en fonction donc de leur rendement et de leurs incertitudes associées. Exemple, où placer un ticket de loterie? Eh bien on va le placer dans cette zone. Rendement négatif, en moyenne tu ne vas pas gagner d'argent en jouant à la loterie, et aussi incertitude faible, puisque tu sais très bien le résultat que ça va être, c'est que tu vas acheter ton ticket et il y a de bonnes chances que tu perdes. Donc il n'y a pas vraiment d'incertitude, tu sais à peu près le résultat que tu auras. Un actif donc on n'a pas forcément envie d'avoir en portefeuille, mais bon, passons. Un jeu de pile ou face maintenant. Si tu gagnes, tu doubles ta mise, et sinon, tu la perds. Autrement dit, c'est une option binaire. En mieux ici, puisque tu doubles complètement ton capital. On le place juste ici. Espérance de gain nulle, puisque à long terme, tu ne vas pas gagner d'argent avec ce jeu. Par contre, incertitude très élevée. À chaque fois, c'est qui tout double. Tu sais pas si tu vas gagner ou si tu vas perdre. Et c'est une chance sur deux, donc il n'y a pas moyen d'être plus incertain. Ici, il n'y a aucune issue avec une probabilité plus élevée que d'autres. Donc, on est sur l'incertitude maximum. On va maintenant passer à des actifs qui sont plus intéressants. Une obligation, par exemple. Rendement faible, mais incertitude complètement nulle, ou quasi complètement nulle. Ensuite, une action, meilleur rendement, mais plus haute incertitude. Et puis enfin, une crypto. Meilleur rendement encore, mais incertitude vraiment beaucoup plus élevée. Et on peut comme ça en mettre autant qu'on veut sur notre graphique. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur ces deux actifs-là.
Peu importe ce que c'est, d'où ça provient, c'est pas l'important ici. On va simplement s'intéresser à leurs propriétés, rendement et incertitude. La question que je vais te poser, c'est d'imaginer ou poser sur le graphique le portefeuille qui correspondrait à 50% de l'actif A et 50% de l'actif B. Donc où est-ce que tu vas poser ce portefeuille sur le graphique? Donc en fonction de son incertitude et de ses rendements. On pourrait d'abord penser qu'on le place juste ici, entre les deux. Voilà, 50% A, 50% B, on le place entre les deux. Ça pourrait paraître logique. Dans la même logique, 75% A et 25% B, on le mettrait là. Et puis à l'inverse, 25% A et 75% B, on le mettrait ici. Et toutes les autres combinaisons de portefeuille, on le mettrait comme ça, il suffit de relier le point A et le point B, et puis c'est bon, on a toutes les combinaisons. Eh bien non, justement, c'est faux. Dans un cas général, la répartition des portefeuilles va pas être comme ça, comme une ligne droite. Elle va suivre une sorte d'arc de cercle. Et ce résultat vient directement du pouvoir de la diversification. Si deux actifs ne sont pas totalement corrélés, on va observer cette distorsion du placement des combinaisons de portefeuille. On va maintenant s'intéresser aux autres investissements qu'on pourrait considérer pour notre portefeuille. On a maintenant tous ces actifs disponibles pour investir. Même chose, comment placer l'ensemble des combinaisons de portefeuille possibles. On peut se douter que les différentes combinaisons vont se trouver dans cette région-là. Et on remarque directement que ceux qui sont situés en haut de la région sont quand même beaucoup plus intéressants. Et oui, puisque pour un niveau de risque donné, pour un même niveau de risque, ils auront des rendements supérieurs à ceux qui sont juste en dessous. Donc ça veut dire qu'objectivement, il y a des meilleures combinaisons de portefeuille que d'autres. Et toutes ces combinaisons optimales vont être représentées juste ici. On les voit ici sur cette courbe. Et cette courbe s'appelle la frontière d'efficience. C'est très intéressant puisqu'ici, chaque niveau d'incertitude a un portefeuille optimal associé. Un portefeuille qui maximise les rendements pour ce niveau d'incertitude. Ce qui fait que la frontière d'efficience montre les portefeuilles qui maximisent le rapport rendement-risque pour un niveau d'incertitude donné. La question qui se pose naturellement après, c'est très bien, mais comment trouver ces portefeuilles optimaux ? Un mec très intelligent du nom de Harry Markowitz a déterminé une formule qui permet justement de trouver ces portefeuilles, qui prend en compte les corrélations de chaque actif, la volatilité et les rendements. Et tout ça lui a quand même valu un prix Nobel en sciences économiques. La formule est finalement assez simple et permet un calcul très rapide. On a tous nos actifs, on met dans la formule corrélation et volatilité. Les deux combinés d'ailleurs ça s'appelle les covariances. Donc on passe dans la formule les covariances, on passe aussi les rendements, et on obtient en sortie les poids d'un portefeuille qui maximise le rapport rendement-risque. A noter ici qu'un poids peut être négatif. Et à ce moment-là, ça signifie que l'algorithme recommande de vendre à découvert l'actif en question. La vente à découvert, si tu sais pas, c'est le fait de parier à la baisse. On appelle ça vente à découvert puisqu'on vend un actif qu'on ne possède pas. Super, maintenant on va tester ça sur un ensemble d'actifs et puis on va bien voir ce que ça donne. Pour faire ça, je vais faire une simulation avec un ensemble de crypto et je vais simuler ça depuis 2021. Ici, j'ai aussi implémenté la formule de Markowitz et maintenant, on va regarder les résultats. Et surprise, ça marche pas du tout. Quand on le compare avec l'investissement passif, donc simplement acheter et attendre, on voit qu'on ne surperforme pas. C'est un petit peu comme si tous nos trades étaient faits au hasard. Et là, je précise qu'en plus, j'ai même pas mis les frais de transaction. Donc si je les ajoutais, on se retrouverait vraiment très en dessous de l'indice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'investissement passif est finalement la meilleure solution? C'est la meilleure option à faire? Est-ce que Markowitz s'est trompé? Ou est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur parce que je sais pas coder? Dans le secteur du machine learning, il y a un dicton. Si tu passes de la merde en entrée, t'auras de la merde en sortie. Rappelons ce qu'on passe en entrée. Les estimations donc des corrélations et des volatilités, autrement dit des covariances, et les rendements estimés. Le fait est qu'ici, il s'agit justement d'estimations. Et ces estimations auront un degré d'erreur d'ailleurs plus ou moins important. Or, dans la formule de Markowitz, on ne prend pas en compte ces erreurs d'estimation. Exactement comme si toutes les estimations étaient des vérités absolues et sans aucune erreur. Ce qui, en réalité, n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça. Il est possible d'améliorer ces résultats en prenant en compte le fait qu'on va faire des erreurs. Et là, ça va commencer à devenir vraiment très technique, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Et puis aussi comme ça, c'est l'occasion pour tous ceux qui veulent se mettre au trading quantitatif de chercher un petit peu de leur côté. Parce que sincèrement, en trading quantitatif, la meilleure manière de progresser, c'est de chercher par soi-même. Je te montre quand même ce que ça donne quand on corrige tous ces problèmes. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc tu vois qu'ici, on est sur un truc qui est pas mal du tout, qui est même super bien. Dans cette vidéo, tu as pu voir la base de la gestion de portefeuille quantitative. On a vu que la méthode présentée dans sa forme simple n'était pas très efficace, même pas du tout, mais qu'en la modifiant, on pourrait réussir à obtenir un portefeuille largement plus optimisé qu'un simple investissement passif. Tout ce que tu as vu dans cette vidéo, c'est vraiment la base du trading quantitatif, donc c'est vraiment le truc qu'il faut connaître. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.